Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir. Les sujets marquants, politique. Alassane Bala Sakandé, désormais président du bureau exécutif national du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès. Par ailleurs, président de l'Assemblée nationale, il était jusque-là deuxième secrétaire au secrétaire exécutif du parti. Élément d'analyse dans quelques instants. Et puis société, zoom sur un exemple de réinsertion sociale. Nous irons à la rencontre de Ben Ali, ex-détenu à la MACO, maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, qui tente de se racheter, construire une nouvelle vie après la prison et vivre sa passion. Et enfin, sport. Le Faso-Foot, comme on l'appelle communément, devient la Ligue 1 Lonabé. On en parle dans ce journal du dimanche au soir avec le journaliste sportif Claude Romba et nous vous partagerons aussi les images du tir tournoi inter-rédaction. Et préciser aussi que nous allons nous intéresser à ce métier qu'est la pharmacie, notamment avec l'ordre des pharmaciens dont le président sera sur ce plateau, en la personne de Dr Alfred Sanouidi. On va revenir sur la journée dédiée au métier, seulement le 25 septembre, et aussi les 20 ans, notamment de cet ordre qui sera donc bientôt célébré. Ça sera le déroulé pour ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Et pour ouvrir donc cette frange politique de ce JDS, la grande actualité, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui a annoncé aujourd'hui même, dimanche 26 septembre, une nouvelle composition de son bureau exécutif national, fort de 95 membres. La présidence est confiée à Alassane Bala Sakandé et succède donc à Simon Compaoré, qui sera, lui, élevé au rang de président d'honneur du parti, à la demande spéciale du président du Faso, Roch Kaboré. Alassane Bala Sakandé est secondé par 5 vice-président. Le détail nous est donné par Maxime Jean-Eudes de Bambara. C'est dans un palais des sports en ébullition que le président sortant du MPP, Simon Compaoré, a passé les témoins à son successeur, Alassane Bala Sakandé. Le passage du témoin entre les deux hommes fut l'un des temps forts de cette cérémonie de clôture de ce deuxième congrès extraordinaire du MPP. Porté à la tête du bureau politique national du parti, composé d'environ 75 membres, Alassane Bala Sakandé dit assumer sa nouvelle responsabilité et mesurer l'immensité de la mission à lui confier. Il entend faire du pardon et du rassemblement son leitmotiv durant son mandat. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion. 3 valeurs qui fondent la vie en commun. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à tourner le dos au passé qui pourrait nous diviser ou nous réconcilier davantage avec la culture de la fraternité pour mieux regarder dans la même direction. Simon Compaoré, président sortant, fait par ailleurs président d'honneur du parti, a pour sa part dressé le bilan de son mandat dont l'un des principaux acquis est la réélection du président Roch Christian Kaboré. Ce dernier dit être partagé entre joie et regret en ce moment solennel de passage de témoins au nouveau président. Sentant mes forces diminuer et dans l'optique de passer la main à des jeunes frères, je me retire. À eux maintenant. Bala, à vous maintenant de poursuivre la lutte en accompagnant comme il se doit le président du Faso. Je reste persuadé que vous vous en acquitterez avec brio et autorité, et ce, dans une ambiance de bonne camaraderie. Comment puis-je m'adresser à cette assistance à la crème de mon parti, de notre parti,
sans laisser échapper ma pensée d'avenir. L'unité dans l'action. Le courage de ne pas laisser aux seules mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Sachons nous contredire sans nous déchirer. À en croire Alassane Bala Sakandé, ce deuxième congrès consacre la fraternité renouvelée du parti. Poursuivre le renforcement du MPP dans un Burkina Faso réconcilié, résilient et... Quittons donc la salle qui a accueilli ce congrès et ce qui en est sorti pour les analyses à présent sur ce plateau. Et je suis avec notre spécialiste des questions politiques, chef du desk politique à WattFM et TV, Bernard Bougouma. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, merci de me recevoir. Voilà, c'est un moment assez spécial pour ce parti-là qu'est le MPP. On va dire un congrès qui était attendu de longue date. On en a eu, c'est vrai, mais qui n'avait pas permis le jeu de chaises musicales qu'on a aujourd'hui parce qu'il y avait des consultations électorales. C'est celui-là qui donne la sentence du vrai renouvellement des instances comme cela a été attendu depuis un certain temps. Un revirement à 180 degrés quand vous regardez, beaucoup de surprises, c'est ce que vous pensez ? Oui, effectivement, beaucoup de surprises quand on tient compte de la composition, quand on tient compte également de ce qui s'est passé, parce que c'est vrai, en mars 2020, il y avait eu déjà le congrès ordinaire qui avait renouvelé le parti, mais c'était juste un changement. C'était aussi pour confirmer le président Simon Compaoré qui assurait l'intérim depuis 2017, suite à la disparition de Salifou Diallo qui était le président depuis le 19 août 2017. Donc, un intérim qui prenait fin à l'issue du congrès ordinaire. Un congrès extraordinaire d'ailleurs avait été demandé, même au sein du parti, parce que pour certains, il était inconcevable que le parti qui dirige le Burkina puisse être dans un intérim total. Donc, c'était déjà, mais compte tenu du fait que c'était une année électorale, et pour éviter les grands bouleversements, les mécontentements, c'était vraiment quelque chose, comme on appelle ça, un changement minimal. Cette fois-ci, c'est en profondeur. Donc, en profondeur, par rapport à ce qui est donné de voir comme vision, par rapport également à ce qui est donné de voir comme réalité sociopolitique du Burkina actuel par rapport aux défis à venir. Donc je pense que c'est un changement dans le fond, parce que la surprise aussi, c'est qu'il y en a qui sont arrivés qu'on n'attendait pas dans ce, comme on appelle ça, dans ce bureau exécutif national. D'accord. On voit donc Alassane Bala Sakandé est secondé par 5 vice-présidents, je les cite. Clément Savadogo comme premier. Le deuxième, c'est Salifou Thiem Touré. Troisième, Laurent Silboudo Marshall. Quatrième, Stanislas Waro. Cinquième, Moussa Bouli. Et quand on regarde, c'est quand même un rajeunissement. Pour vous, qu'est-ce qui a guidé? Justement, c'est un rajeunissement. Et c'est bien agencé. Vous avez le président qui est jeune, mais bon. Et ensuite, secondé par Clément Savadogo, qui est un vétéran de la scène politique burkinabé, et vous avez Salifou Thiem Touré, pas âgé, mais qui a une longue expérience politique, là il faut également le dire, et il y a aussi Waro, le ministre, comme on appelle ça, le MENA PLN, en abréviation, en abrégé, mais Moussa Bouli, qui fait partie également des figures ancienne du parti, très influent, politiquement bien formé, qui a aussi sous son aile des jeunes qu'il forme. Donc c'est un savant dosage. Voilà. Mais qu'est-ce qui a guidé? Je pense que c'est dans l'air du temps. Parce que ce débat de rajeunissement du parti a été posé depuis 2012. C'est vrai qu'en son temps, il y avait aussi un calcul derrière, parce qu'il y avait des clans qui se combattaient depuis 2012, mais où la réalité, c'est que le besoin de rajeunissement au niveau du CDP qui a continué du MPP, ce débat-là a poursuivi les fondateurs du MPP. Mais maintenant, le MPP, venant d'être créé, voulant s'ancrer, conquérir et exercer le pouvoir d'État, il y a des cadres qu'il ne fallait pas mettre de côté compte tenu de leur assise et de leur force. Donc il fallait d'abord conquérir, s'asseoir et puis maintenant, naturellement, regarder les choses. Je pense que c'est aussi dans l'ère du temps, du rajeunissement, permettre aux jeunes visages, effectivement, de monter. Et maintenant de garder aussi à côté des anciens et des jeunes vieux, comme on l'appelle entre griffes, pour pouvoir aider à faire monter. Parce que cette question de rajeunissement ne s'oppose pas qu'au MPP, même dans les autres partis politiques, ça s'oppose, mais ça s'oppose avec acuité au niveau du MPP, parce que tout simplement ceux qu'on a au MPP sont des anciens du CDP qui a traîné les mêmes tares. Par rapport à cette situation. Vous prenez l'UPC, c'est un parti politique majoritairement jeune. Vous prenez
un parti comme le NTD, là-bas aussi il y a des jeunes, mais il y a plus de jeunes que d'anciens. Vous prenez les autres partis politiques, c'est des visages jeunes. Mais au MPP, ce sont les anciennes figures de la scène politique burkinabé dont certains visages énervent, certains visages, les uns les autres les gars disent qu'on a assez de ce visage. Donc il y a ce besoin de rajeunissement là, je pense que c'est ce qui a plus ou moins guidé ce qui est en train de se passer. Vous parlez de besoin de rajeunissement et puis vous avez évoqué 2012 avec le CDP qui a tenté cette cure-là, on va dire comme ça, qui s'est mal passée parce que vous avez quelqu'un comme Simon Compaoré, même le président aujourd'hui, Marc Kaboré, qui ont été presque mis, on va dire les mots comme ils sont, je dirais, casés aux oubliettes. Et puis ça s'est mal passé. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui, on peut dire que ça a été un peu mieux négocié pour ce qui est du MPP, même si on ne sait pas encore ce qui pourrait advenir par la suite? Oui, effectivement, vous avez raison. 2012, il y avait deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une autre aile du parti qui montait, celle acquise à François Compaoré, labellisée FEDABC, dont beaucoup de cadres de cette même FEDABC avaient fait leur irruption dans le bureau exécutif national et dans le bureau politique national qui fâchait les politiques bontins. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a que, compte tenu du fait que cette nouvelle configuration est arrivée, le CDP avait ce qu'on appelait les commissaires régionaux, qui sont vraiment les barons du parti dans les 13 régions du Burkina, qui ont tous été mis au garage, tout prétexte qu'ils vont conseiller les jeunes et tout, voilà. Donc, de fait de rajeunissement, en son temps, c'était un calcul politique parce qu'il y a 2015 qui venait et il fallait déjà préparer les esprits, faciliter les choses parce que tous ceux qui ont été mis au garage en son temps, parmi eux, il y avait plusieurs présidentiables. Donc, il y avait cette réalité aussi qui est là. Aujourd'hui, c'est un virage également négocié difficilement parce que pour des gens qui sont habitués à la lumière, aux honneurs et aux ovations et qui ont 30 ans, 40 ans de vie politique, Simon dit qu'il a 46 ans de carrière politique, il y en a qui ont plus que cela. Quitter facilement l'arène, ce n'est pas aussi simple que cela, c'est humain. Mais est-ce que ce virage, aujourd'hui, a été très bien négocié? Là, on attendra de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Parce que de fait de rajeunissement, il y a aussi que derrière chaque homme politique aussi, il y a ces clans-là. Alors, est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce qu'on n'aura pas des bisbilles? Là, véritablement, c'est des choses qu'on attendra naturellement de voir de comment est-ce que les choses vont évoluer. Parce que quand des présidents d'institutions très rapidement lâchent pour venir, comme Mathias Tankwano qui lâche le CSC pour venir prendre la charge des questions électorales, c'est un bond en avant et ça veut dire que naturellement il y a quelque chose qui se prépare. Mais comment est-ce que ça va être accueilli à la base et par certains? On attendra de voir, oui. Un remaniement dit certains, dans tous les cas. Moi, je m'intéresse à celui que vous évoquiez tout à l'heure, Simon Compaoré, oui. Qui aujourd'hui est président d'honneur. C'est tout un symbole. Tout un symbole, parce que 46 ans de vie politique, j'ai toujours souri quand on parle de retraite politique. Il n'y en a pas de retraite en politique. Il y a une façon de la faire, il y a un repositionnement et c'est ce que Simon Compaoré a fait. L'exemple le plus illustratif, c'est le Larlé Naba. Le Larlé Naba Tigré, qui dit « je prends ma retraite politique, je ne veux ni mandat électif ni nominatif, je ne veux pas être dans les instances du parti, mais il faut aller à l'Arlé. » Allez à l'Arlé et regardez la file d'attente, les conseils. Oui, des consultations. Il y en a qui viennent demander conseil, qui viennent demander bénédiction, qui viennent demander introduction de dossier. Donc, Simon Compaoré, ça va être pareil. Parce que même s'il lui dit « je ne veux pas », des gens viendront, j'ai tel dossier, est-ce que vous pouvez passer tel coup de fil? On a besoin de tel conseil. Des gens viendront se ressourcer. Donc, c'est un repositionnement pour la faire autrement, pas de façon active, pas dans les instances, mais c'est-à-dire la contribution peut continuer. Et il y en a qui se retirent d'ailleurs pour pouvoir écrire leur mémoire. Ça fait partie également de cet engagement, de l'héritage à léguer. Donc, c'est-à-dire c'est un repositionnement. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à bouger. 46 ans de vie politique dans la carrière et dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Donc, pouvoir quitter les projecteurs, oui, mais naturellement, il restera certainement dans l'ombre pour pouvoir continuer. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a tenu promesse. Il avait d'ailleurs dit, je me rappelle lors de son passage au tribunal de l'actualité, il a dit, après les élections, je vais surprendre les Burkinabés. Je ne veux plus être député, je ne peux plus revenir concurrencer des postes de députés et des ministres. Il dit, avec mon fils, par exemple, comme Bachir Ismaël Ouedraogo, c'est souvent ce qu'il dit. Donc, mais moi, ma charge, c'est de faire réélire le président Roch Marc Christian Kaboré et après, je vais surprendre les Burkinabés. De fait,
Et son entourage disait, le vieux, dès qu'il finit, il veut partir. Beaucoup avaient dit ce congrès d'ailleurs, le vieux est pressé de tenir le congrès extraordinaire et puis partir. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Donc c'est quelqu'un également qui a tenu parole, qui, par rapport aux engagements, parce qu'il a fait cette pression sociale, familiale et tout. Donc je pense que c'est Simon Compaoré qui se retire pour laisser une nouvelle génération naturellement avancer. Dernière question, c'est le nouveau président du parti, en la personne de Alassane Bala Sakandé. On a dit aussi président de l'Assemblée nationale et tout. Quand on regarde, il y a les prochaines consultations présidentielles qui sont en train de pointer à l'horizon. On s'est dit que pour ce qui est de Roch Kaboré, point de question de faire un autre mandat, c'est même pas possible. Il faut désigner un poulain. Est-ce que quand on regarde tout cela, c'est un boulevard qui est en train de se tracer pour Sakandé? Je pourrais dire oui. Tout simplement parce qu'au Burkina, dès que vous avez un président de parti politique, il est naturellement candidat. Donc ça, c'est la tradition chez nous. C'est vrai qu'au niveau du parti au pouvoir, souvent ce n'est pas ça. On l'a vu avec Blaise Compaoré, on l'a vu aussi avec Roch-Marc Christian Kaboré, président, et puis Simon Compaoré, président qui n'était pas candidat. Et donc Bado aussi, le parent l'a expérimenté dans une moindre mesure. Mais le reste, le président, c'est le candidat naturel. Alors au MPP, est-ce que le MPP pourra déroger à cette règle, même si lors du passage de leur représentant ici également au tribunal de l'actualité, Bruno Dipama, il essaie d'entrevoir qu'il y ait la possibilité que le président ne soit pas candidat. Alors que quand on regarde la stratégie, l'ancrage de Bala, toute la communication politique et la communication autour de sa personne, les actions qu'il pose, le réseautage qu'il fait, ce n'est pas seulement pour présider aux destinées du MPP. C'est également dans un coin de la tête de pouvoir un jour présider aux destinées du Burkina Faso. Et ça, ce n'est pas un leurre. Ces choses-là, on les voit venir. Maintenant, il y a un parti politique qui a son organisation, qui a sa discipline. À l'arrivée, ça va être avec Bala, ou bien ça ne va pas être avec Bala, l'on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui chaque matin, quand il se rase devant le miroir, rêve de s'asseoir sur le fauteuil de Kossiam, et ce n'est pas un secret. Et même son entourage, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et quand on regarde la composition du bureau, ça veut tout dire. Alors maintenant, le reste, je dis bien, c'est une question à trancher au niveau du parti politique. Maintenant, est-ce qu'on aura aujourd'hui, au niveau du Burkina, des présidents qui ne soient pas candidats, comme les grands partis de par le monde qu'on voit? Ce n'est pas forcément les candidats, les présidents qui sont les candidats. Tu connais le nom du président des partis des démocrates américains, républicains américains et dans bien d'autres pays. Parfois, on ne le connaît même pas. Donc, c'est un candidat qu'on cherche qui peut faire gagner le parti. Donc, aujourd'hui, j'ai dit c'est quelqu'un qui a réussi son ancrage, qui a des fidèles, qui a un réseau. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour que le parti puisse adouber Bala en 2025? Là, également, ça reste à voir parce qu'il y a aussi le locataire de Kossiam dont on dit que c'est son bon petit. On attend de se voir. Merci bien, Bernard Bougma, d'être passé sur ce plateau pour cet éclairage. On va nous poursuivre ce JDS, journal dimanche soir, toujours dans la partie politique, dans son sens plein, gestion de la cité, avec le Conseil des ministres qui, en sa séance de mercredi dernier, a examiné un projet de loi pour la rélecture donc de la loi 028/2008 portant Code du travail. Et selon le porte-parole du gouvernement, cette rélecture devrait permettre au pays de disposer d'un code du travail innovant, prenant en compte les normes internationales du travail et les préoccupations majeures, notamment celles des acteurs du monde du travail. Pour le secrétaire général de la Confédération du travail du Burkina Faso, CGTB, que nous avons rencontré, il faut être vigilant et défendre l'application de cette nouvelle loi qui est annoncée avant de s'en réjouir. Il craint que l'Assemblée nationale apporte des modifications à ce projet de loi qui, à la fin, pourrait être préjudiciable pour les travailleurs. Abdoulaye Rimnier pour le reportage. Moi, j'attends de voir le document qui va sortir. Bassolma Bazier dit se réserver de tout commentaire quant aux innovations annoncées par le nouveau Code du travail en préparation. Pour lui, adopter un code n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est la bonne application de ces textes pour répondre aux besoins des acteurs du monde du travail. Encore, faut-il que l'Assemblée nationale n'apporte pas des changements préjudiciables aux travailleurs. L'adoption d'un projet de loi dans un conseil de ministres ne nous permet pas de dire que nous sommes déjà heureux. Pas du tout. Parce qu'il y a bien d'autres étapes. Comme l'exemple que je viens de prendre, un projet de loi qui est dans le conseil de ministres peut arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Des gens peuvent somnoler et puis se lever le doigt, voter des choses qui sont totalement contraires. Et puis aussi aller saccager le contenu, de sorte qu'on sort avec une loi abracadabrante. Et deuxièmement, il faut aussi dire qu'une loi n'a de valeur que dans la pratique.
Donc on peut avoir une loi bien ficelée, mais sur le terrain, si ce n'est pas appliqué avec esprit de patriotisme, il est clair qu'il y aura des travailleurs. Donc nous, notre joie, notre satisfaction pourra se constater qu'à l'œuvre, le maçon au pied du mur. Si le secrétaire général de la CGTB est réservé, c'est parce que selon lui, la présente loi 028 portant code du travail est contraire à la Constitution et aux accords internationaux signés, et ce, malgré sa bonne qualité à l'origine. Il regrette donc les amendements de l'Assemblée nationale au moment de son adoption en 2008. Nous avons constaté de façon très douloureuse en 2008, quand nous avons engagé avec le gouvernement la relecture du Code du travail, qui était la loi de 2004, il y a eu des concertations entre le monde syndical et le patronat. Quand le minimum même d'entente sur lequel on pouvait avoir espoir est rentré à l'Assemblée nationale en termes de projet de loi, ceux qui se disent représentants du peuple se sont comportés comme des gangsters, dans la mesure où ils ont saccagé le contenu du Code du travail et puis nous donnaient vraiment des travers à dire. Voilà pourquoi j'ai traité ça de loi esclavagiste. L'un des exemples concrets pour lui est la limitation du nombre de contrats à durée déterminée à 2. Sur la question, Bassolma Bazié est très remonté et n'a pas confiance aux parlementaires. L'article 52, qui porte sur le contrat de travail à durée déterminée. Nous avons mentionné les positions. Ça veut dire que renouveler 2 fois avant d'aller au contrat à durée déterminée, pour le patronat même, était prénable. Mais quand c'est rentré à l'Assemblée nationale, les députés ont saccagé cela en disant que le contrat à durée indéterminée peut se renouveler une fois. Il appartient aux institutions habilitées de juger de son excessivité ou pas. Vous voyez pourquoi je parle de délinquance parlementaire. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Cette attitude des députés se justifie par un conflit d'intérêts dans la mesure où la plupart sont des propriétaires d'entreprises privées, explique Bassolma Bazié. La loi de 2004 était nettement meilleure que la loi de 2008 et nous ne savons pas vers où nous partons. Parce que quand vous prenez un ministre, vous prenez un député qui ont des sociétés écrans, qui ont des trucs prête-noms, ou bien même qui n'ont pas de moralité, qui se laissent guider par des hommes politiques, un type comme ça, est-ce qu'il peut aller s'asseoir, statuer sur une loi qui va défendre les travailleurs? Mais je me réjouis qu'on soit en train d'aller vers son adoption. Ça permettra à tout un chacun devant l'histoire de s'assumer, de poser le doigt sur la plaie, parce que nous serons interrogés par les générations à venir. Bassolma Bazié invite donc les travailleurs à rester vigilants et met en garde l'Assemblée nationale contre l'adoption d'un texte qui viendra remettre en cause les acquis déjà engrangés. Écoutons la partie politique de ce JDS pour celle santé. Et nous l'annoncions d'ailleurs en introduction dans ce journal du dimanche au soir. Nous allons parler pharmacie avec l'Ordre national des pharmaciens donc du Burkina Faso. Il faut rappeler qu'hier 25 septembre, le monde entier commémorait la journée mondiale des pharmaciens et le thème rendre le travail des pharmaciens visible. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui avec Dr Alfred Sanouidi, et qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est Géo. Voilà, c'est un plaisir. Et nous sommes aussi avec David Nana, qui est le visage aussi connu pour parler économie avec nous dans ce journal du dimanche au soir, mais qui sera avec nous pour la partie santé. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy. C'est un plaisir. Hein. On a un invité qu'on attendait depuis fort longtemps à ce JDS, la journal du dimanche au soir. C'est bien. Donc, on le disait tout à l'heure, 25 septembre, c'est, on dira, votre journée. Et comment ça a été marqué par les pharmaciens, déjà? Oui, il y a eu quelques manifestations. Comme vous l'avez annoncé, déjà, nous allons organiser une très grande manifestation à partir du 30 septembre jusqu'au 2, c'est-à-dire le 20e anniversaire de l'Ordre national des pharmaciens et son 8e congrès. Donc, vous imaginez que pratiquement tous les pharmaciens sont mobilisés au niveau du comité d'organisation pour assurer une réussite à cet événement. Néanmoins, hier, il y a eu des dons de sang de confrères au niveau de CHU Tengango. Il y a eu une formation par les webinaires que beaucoup de jeunes confrères ont soutenu. C'était très intéressant autour de la vaccination contre la Covid. Et hier soir, j'ai eu le bonheur
de faire du fitness avec les jeunes confrères. C'était très agréable, on a bien terminé la soirée. D'accord. David, vous l'avez dit, bientôt 20 ans que l'ordre existe. Quels sont les arguments qui ont prévalu à la création d'un tel ordre? Pourquoi un ordre pour les pharmaciens? Avant 2000, les pharmaciens étaient organisés au sein de l'ordre unique, qui était composé des médecins, des dentistes et bien entendu des pharmaciens. Mais en 2000, il nous a paru impérieux de créer un ordre national de pharmaciens, parce que la démographie pharmaceutique avait beaucoup progressé. Nous étions près de 300 déjà en 2000. Donc il y avait des préoccupations spécifiques que l'ordre unique ne pouvait pas prendre en charge. Donc les pharmaciens ont jugé utile de créer leur ordre, et surtout que le code le code de la santé publique de 1994 ouvrait cette possibilité. Donc nous l'avons saisi, et je peux vous assurer que c'était dans une ambiance empreinte de confraternité, de fierté que les pharmaciens ont eu à créer leur ordre en 2000. Et c'est vrai qu'on parle de ce domaine, vous parlez d'encadrement, il est donc très spécifique parce qu'on a là un domaine qui a comme matière première l'homme, et quand c'est comme ça, on est très regardant là-dessus. La question, c'est que votre domaine est très encadré, c'est pas un domaine de l'entrepreneuriat, et pourtant, vous vendez ce qui peut nous guérir de tout. Comment est-ce que c'est encadré? Comment est-ce qu'on a une pharmacie? Comment est-ce que tout cela est encadré aujourd'hui? Oui, vous l'avez si bien dit, le secteur pharmaceutique est un secteur très réglementé. On est tenté de dire que c'est le secteur le plus réglementé, parce qu'on touche aux médicaments. Et ce qui touche aux médicaments touche à l'humain. Et nous, on a un devoir de toujours garantir la qualité du médicament et la sécurité des patients. Comme je l'ai dit souvent, l'erreur en pharmacie est toujours l'erreur de trop. Parce que le patient, quand il rentre, il commence à consommer son médicament. Nous sommes le dernier maillon du parcours de soins du patient. Donc, on doit être très rigoureux. Alors, aussi, on vend des produits. Nous sommes une structure commerciale. Mais du fait de la réglementation, on ne peut pas tout faire. Vous arrivez en pharmacie avec une ordonnance, on ne peut que exécuter l'ordonnance. On ne peut pas aller au-delà de l'exécution de l'ordonnance. Il y a des médicaments pour lesquels nous ne pouvons pas les sortir sans ordonnance, parce que la loi nous l'interdit. Il faut que ce soit sur prescription médicale. Il y a par contre des médicaments pour lesquels le pharmacien, de vue de sa formation et de ses compétences, peut les conseiller aux patients. Donc c'est vraiment une profession très réglementée. Les gens pensent que c'est fermé, mais c'est ainsi fait. L'essentiel, c'est la sécurité du patient. D'accord. Vous estimez que ce n'est pas aussi fermé. Moi, je vais peut-être saisir ce mot-là. Il a parlé d'entrepreneuriat. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que ça touche du domaine de la santé, mais il y a quand même de l'entrepreneuriat là-dedans. Je vais dire, l'ouverture d'une pharmacie, c'est exclusivement réservé aux pharmaciens. Est-ce qu'un privé pourrait peut-être s'associer avec un pharmacien pour le faire? Non. Non, parce que le monopole pharmaceutique est réservé aux seuls pharmaciens. C'est pas un privilège. Quand on parle de monopole, très rapidement on voit des privilèges. Non, c'est pas des privilèges accordés à des individus. Et c'est un monopole de responsabilité, de compétence, que le pharmacien doit mettre en œuvre toujours, comme j'ai dit, garantir la sécurité du patient. C'est très important. Et donc, pour ouvrir une pharmacie, vous devez avoir obtenu votre diplôme de pharmacien. Et après l'obtention du diplôme, vous devez être inscrit à l'Ordre national des pharmaciens. Le seul diplôme ne vous permet pas même d'exercer la profession. Nous avons notre article 37 qui prescrit que nul ne peut exercer la profession de pharmacien au Burkina s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre. Même si vous avez votre diplôme et vous commencez à travailler sans être inscrit au tableau de l'Ordre, vous exercez illégalement la profession de pharmacien et l'Ordre peut vous poursuivre dans ce cadre-là. Donc, c'est véritablement ce cadre réglementaire-là qui garantit la qualité des prestations et sécurise véritablement le patient. C'est très intéressant. On sait comment tout cela est encadré, mais en même temps aussi, on sait comment est-ce que vous êtes très bien organisé. Mais quelquefois, ce n'est pas à l'avantage de vos demandeurs de services. Je prends un exemple simple.
vous faites les gardes. C'est de la pharmacie de garde. Vous passez devant certaines pharmacies notamment, il y a un listing. Cette fois-ci, c'est le tour 2. Mais pour celui qui cherche son médicament ici et maintenant, quelquefois, la nuit, c'est la croix et la bannière, quoi. Il faut courir ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est clair que ça vous arrange, parce que d'un point de vue rentabilité, quand même, c'est-à-dire même si ça ne marche pas, au moins pendant la garde, ça va marcher, parce que vous serez pratiquement dans votre rayon les seuls. Mais c'est quand même difficile aussi pour les demandeurs de vos services. Est-ce que ça va changer à un moment donné? Ou bien, ça risque de rester comme ça, ad Alors, bon, c'est vrai que on n'entend jamais féliciter les pharmaciens dans ce cadre-là. Alors que ça a beaucoup évolué. Hein. Depuis 5 ans, ça a beaucoup évolué. Vous vous rappelez que les pharmacies fermaient de 12h30 à 15h. Nous avons sauté ça. Et on fermait à 19h. On est allé jusqu'à 20h. Et il y avait 5 groupes de garde. Donc, ce qui réduisait le nombre de pharmacies de garde dans la ville. Nous avons sauté ce verrou-là. Et maintenant, c'est 4 groupes de garde. Donc, ce qui fait que nous avons pu densifier le nombre de pharmacies de garde dans la ville de Ouagadougou. Mais quand nous l'avons fait, on ne disait rien, on n'a pas eu de mots de félicitations. Par contre, avant, il y avait des critiques chaque jour concernant les groupes de garde. C'est vous dire que l'ordre est à l'écoute des préoccupations des populations. Ça, nous l'entendons. Et c'est ce qui fait que nous avons fait évoluer la situation à ce niveau-là. L'autre plainte récurrente, c'est quand des populations arrivent dans une pharmacie de garde, ne trouvent pas leurs médicaments, sont obligés de parcourir de longues distances. C'est véritablement ça qui embête. Et nous avons mis en place au niveau des officines aujourd'hui des outils qui permettent aux pharmacies de communiquer entre elles pour rechercher très rapidement le médicament dans une pharmacie voisine, pour que le patient n'ait pas à faire 2 km, 5 km, alors que peut-être qu'à côté, il peut trouver le médicament. Nous sommes tenus aussi par le Code du travail. Voilà. Beaucoup souhaiteraient que les pharmacies fonctionnent 24 heures sur 24. Bon, c'est dire que nous tous, c'est ce qu'on souhaite, que les alimentations fonctionnent 24 heures sur 24, les stations de sang, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les pharmacies, comme vous l'avez dit, c'est l'entrepreneuriat. Nous avons des charges incompressibles. Hein, et je ne veux pas vous parler des pharmacies en difficulté. Parce que c'est un secteur où déjà on connaît des pharmacies en difficulté qui ne peuvent pas faire face à leurs charges incompressibles. Les services des impôts connaissent pas mal. Voilà. Mais comme le linge sale se lave en famille, et nous jouons aussi la solidarité pour aider ses confrères à rebondir. Sinon, bon, ouvrir 24 heures sur 24, c'est mettre tout le monde en difficulté. Voilà. D'accord. J'aurais peut-être voulu relancer pour comprendre un peu même à quoi répond ce principe-là quand on fait la garde. À quoi ça répond exactement? Le pharmacien, il a une obligation de service public. C'est dans ce cadre qu'il doit assurer la garde. Il a l'obligation de permanence de service. Tout comme le médecin, quand vous allez à l'hôpital, il y a toujours un service de garde. C'est un service en flux continu pour assurer ce service dans l'intérêt des populations. Pour que, à tout moment, l'accès aux populations, l'accès des médicaments aux populations soit une réalité. Bon, voilà, quoique là, on ait une garde tournante de façon géographique décidée. C'est un peu ça. Pourquoi on ne laisse pas tout le monde exercer? Mais c'est ce que j'ai dit. Si on commence, vous verrez bien qu'au bout de l'an, vous verrez 10-20 pharmacies qui vont faire. D'accord, mais il y a aussi un autre, parce qu'on va avancer, il y a aussi un autre principe, à part la question de la garde, sur lequel certains s'interrogent, c'est la question des coûts des médicaments, des prix. On se dit qu'il y a des marges. Il y a des marges qu'on ne devrait pas dépasser d'une pharmacie à une autre et tout. La plupart des produits, c'est respecté. Parce que vous êtes un ordre aussi. Oui. Vous veillez en votre sein que ces choses-là se règlent. Oui, nous y veillons véritablement. La question des prix des médicaments, je pense qu'il y a lieu de regarder ça dans toute sa dimension. Il faut vraiment avoir une vision holistique pour qu'on puisse cerner cette problématique-là. Le Burkina n'est pas un pays producteur de médicaments. Et ça, c'est notre grande insuffisance. Bon, il y a des projets qui sont portés, il y a la vision du chef de l'État dans ce sens. Il y a des frémissements parce qu'il y a des usines qui vont ouvrir bientôt. Nous les encourageons. Dès que nous allons les avoir, nous allons maîtriser toute la chaîne du médicament. De sa fabrication
jusqu'à sa dispensation et fixer les prix. Et les prix viennent de laboratoires différents, de grossistes différents. Et certainement, vous allez revenir sur Covid, qui a eu à impacter les prix des médicaments à certains niveaux. Donc, les différences ne sont pas énormes. Mais je comprends la sensibilité des populations. Quand on arrive, c'est 25, 100 francs, ce n'est pas toujours évident. Je me rappelle, excusez-moi cette anecdote, un client qui s'est présenté une fois chez moi, et il a demandé, on lui a renseigné le prix d'un médicament, c'était 3 000. Il s'est plaint à notre niveau, que voilà, vous êtes cher, ainsi de suite. Il est reparti dans la pharmacie où il a pris le prix la veille, qui avait mis 2998. Alors, il a fait des histoires là-bas parce que pourquoi on lui a pas dit que c'est 3 000 parce que personne n'a 2 francs aujourd'hui pour remettre à un client. Donc voilà des choses comme ça qui après prospèrent et ont un impact négatif sur notre image. Autre aspect, et là souvent, je le reproche à mes confrères, souvent quand un produit est en rupture de stock, nous avons la possibilité de le remplacer par un produit équivalent. Mais il faut souvent très bien expliquer aux patients que ce produit est équivalent et que le prix est différent. Voilà. Parce que quand vous avez une copie, la copie est moins chère par rapport à la molécule principe. Voilà. Mais souvent, le client, il repart. On a juste marqué les prix devant le nom du médicament sans corriger le nom exact. Donc, quand il repart pour renouveler son ordonnance d'une autre pharmacie, il voit une différence de prix. Il dit, mais vous êtes cher. La dernière fois, je l'ai acheté à tel prix. D'accord. Mais sinon, c'est vraiment une préoccupation que nous regardons avec beaucoup de soin. Et l'ordre y veille. Et rassurez-vous que les pharmaciens n'ont même pas intérêt à faire beaucoup de changements de prix au niveau de leur pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez une ville comme Ouagadougou, à chaque 500 mètres, il y a une pharmacie. Si vous êtes réputée pharmacie la plus chère de la ville, rassurez-vous que vous serez la pharmacie la moins fréquentée aussi par les populations. Donc, nous avons tous intérêt à faire en sorte que les produits soient accessibles pour nos populations. D'accord. Dernière question pour chacun. Parce que moi, c'était aussi pour voir aussi comment, avec Covid, c'est vrai, ça a influé sur les prix, on peut comprendre cela aussi, mais vous-même, votre activité en tant que telle, quel impact vous avez eu, et puis aussi en ce qui concerne les mesures barrières, parce que aujourd'hui, au départ, oui, mais aujourd'hui, c'est pas la chose la mieux partagée dans les pharmacies, les mesures barrières. Comment vous avez vécu cette période Covid-là, et aujourd'hui aussi? Oui, le Covid, vous le savez, a impacté véritablement l'activité économique de façon générale et pas seulement. Tous les secteurs de nos activités ont été impactés par cette pandémie à Covid. Et moi, je préfère m'appesantir sur ce qu'on a fait, pas ce qu'on a subi. Parce que j'ai dit qu'il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a des entreprises qui sont fermées. Il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés du fait de l'impact Covid. Mais nous, on a su rebondir. Et là où on se félicite, toutes les activités pharmaceutiques ont été assumées. Tous les métiers de la pharmacie, parce que nous sommes une profession avec beaucoup de métiers. Vous avez les hospitaliers, vous avez les chercheurs, vous avez les grossistes répartiteurs, vous avez ceux qui sont dans la préparation de l'industrie pharmaceutique, vous avez les officinaux qu'on connaît très bien, vous avez les chercheurs, ceux qui travaillent dans la biologie médicale. Tous ont été mobilisés pour répondre à la politique que l'État a mis en place pour riposter contre la Covid. Sinon, sur le plan économique, je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais on a tous subi. On a tous subi Covid. Et maintenant, l'idée dans l'organisation de notre 20e anniversaire, c'est de réfléchir au monde d'après. Parce que le pire, c'est de dire, bon, voilà, c'est passé, on recommence comme avant. Non, il faut véritablement qu'on réfléchisse comment assurer un approvisionnement régulier et sûr de notre pays en médicaments essentiels génériques. Ça, c'est très important. Voilà. On a eu des périodes difficiles où il n'y avait pas de gants dans notre pays, il n'y avait pas de masques. L'hydroxychloroquine, qui était la molécule qu'il fallait utiliser pour la prise en charge des patients, il n'y en avait pas. L'Inde s'est fermée, la Chine s'est fermée. Mais bon, on se félicite en tout cas de ce que chaque acteur du secteur pharmaceutique a eu à faire. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu trop de vagues. On n'a pas parlé trop de rupture de médicaments pendant cette période parce que
quand même, par derrière, il y a un gros travail qui a été fait par les différents acteurs. Et j'espère qu'un jour, vous allez nous envoyer une lettre de félicitations dans ce cadre. D'accord. Moi, j'aurais une dernière question. Une c'est clair que vous aurez ces 20 ans-là, c'est à partir du 30 septembre. Et on sera avec vous et nos téléspectateurs pourront aussi avoir le clair de ce que vous préparez. Mais il y a une petite question qui, moi, me taraude l'esprit. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans la poser. C'est la question de notre tradipraticien. Parce que quelquefois, quand on parle de pharmacie, on a plutôt l'impression que vous êtes l'interface pour les produits venus d'ailleurs ou les produits de la recherche pour ce qui est de ce qu'on connaît de classique. Alors qu'on a aussi notre offre endogène et tout. On se dit que la pharmacie, ça met ça à côté ou bien on se trompe? Non, il y a des... les tradipraticiens, ils sont déjà maintenant organisés au niveau de la direction de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique les offre. Vous avez la direction générale de l'offre de soins qui les organise. Ils sont bien organisés maintenant. Ce qu'il ne faut pas accepter, c'est nous offrir des médicaments, dire que ça vient juste du terroir et ne refuser que toute la rigueur scientifique concernant le contrôle de qualité, concernant les contrôles liés à la toxicité. Et toute la rigueur scientifique nous s'impose à cela. Le médicament traditionnel, amélioré, que c'est l'appellation, ne doit pas être un sous-produit. Ça doit être un produit qui répond aux mêmes spécifications que le médicament de spécialité que nous consommons. Mais nous sommes ravis parce que quand même la recherche avance dans ce sens. Il y a l'IRSS qui a pas mal de produits. Vous avez le docteur Dakio avec Phytofla à Banfora qui a pu enregistrer plus de 5 ou 6 molécules, qui a soumis ses produits à la rigueur de la réglementation pharmaceutique et qui sont passés, qui sont dispensés au niveau des officines aujourd'hui. Donc les autres tradipraticiens, nous leur demandons vivement de franchir le pas. Si vous pensez que vous avez un produit, on l'a vu pendant Covid, si vous pensez que vous avez un produit qui peut soigner telle ou telle maladie, pas de problème, vous soumettez votre dossier. Il y a un dossier que vous devez soumettre au niveau de l'autorité de régulation qui va l'analyser et puis on fera les tests de toxicité, en tout cas pour garantir que ce produit est de qualité. Merci bien, docteur Alfred Saoudi, d'être passé sur ce plateau. On sera en tout cas avec vous à partir du 30 septembre pour vivre ce 20e anniversaire. Ah oui, nous allons fêter avec allégresse, mais avec beaucoup de responsabilité parce que pour nous, il s'agit de nous projeter pour le futur de notre profession. Voilà. Mais nous allons regarder ce moment avec beaucoup de lucidité. Nous allons mettre sur la table l'ensemble des préoccupations du secteur pharmaceutique, voir qu'est-ce que nous avons réussi en 20 ans, qu'est-ce qui a manqué, et on regardera qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi intervenir, pourquoi pas, dans les curricula des formations. Oui, c'est important parce que les curricula de formation, là où nous insistons aujourd'hui, il faut que le monde universitaire et le monde de l'entreprise se parlent. Voilà. Vous pouvez à l'université définir les curricula. Ça se fait maintenant de façon harmonisée au niveau de la CEDEAO. Mais je pense qu'il est bon aujourd'hui que ces mondes-là se rencontrent. Parce que vous formez des pharmaciens qui vont aller travailler demain dans des entreprises. Et nous savons que c'est vraiment le secteur privé qui demain va plus employer que l'État. Donc il faut regarder quels sont les besoins de ce secteur-là pour former les futurs pharmaciens. Merci bien, Dr Alfred Saoudi, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso. Merci d'être passé. Merci aussi à David Nana d'avoir été avec nous. On va... Beaucoup de questions, mais on ne pourra pas le faire. Ah oui, c'est ça le JDS. Ce qui est intéressant dans le JDS, c'est bien ça. M'inviter encore. Évidemment, on vous aura ici. Et surtout qu'à partir du 30, on sera encore ensemble. Okay, ceci dit, on va passer à une autre page, c'est celle société. Et le premier reportage de cette page société nous démontre quelque chose. C'est qu'il y a une vie
après les barreaux. Et Ben Ali Ouedraogo en est l'exemple. Après un peu plus de 8 années passées à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou-Mako, l'artiste comédien de profession retrouve sa liberté, et c'était bien le mercredi 21 avril dernier. Armé de courage, il tente du mieux qu'il peut de réussir sa réinsertion sociale et donc poursuivre son rêve et sa passion du 7e art. L'histoire de cet ex-pensionnaire nous est racontée par notre reporter Maxime Jean-Eudes de Bambara. Ben Ali Ouedraogo est un ex-détenu de la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous le retrouvons chez l'une de ses tantes au quartier Ouaga 2000. Artiste comédien de profession, la vie de celui qui se faisait appeler Jack Bauer, en référence à l'acteur principal de la série américaine 24 heures chrono, a connu un tournant regrettable le 28 mai 2012. Le surnommé Jack Bauer se rendait coupable d'un vol lors d'un show piscine. On était 3, 2 copains et moi, qui avons dérouté à un moment donné. Et puis, on a été accusé d'une histoire de vol qu'on reconnaissait. Voilà, et puis paf, le prix est payé cash, quoi, et c'est la Mako direct. C'est à l'occasion des activités de jeunesse, hein, les shows piscine, et puis après... c'est en tout cas Ouaga 2000. Libéré le mercredi 21 avril 2021, après avoir purgé sa peine, Ben Ali Ouedraogo aura passé un peu plus de 8 ans en prison. Les souvenirs restent gravés dans la mémoire, certes, mais depuis sa détention, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'homme a fait son examen de conscience et tiré leçon de son passé. Depuis la cellule là-bas, je me disais toujours que j'ai mis du bassi dans mon gari ou du sable dans mon atchéké. Et tout est mélangé. Quelqu'un qui était promis à un bel avenir, qui jouait avec sa vie. Les gens me reprochaient cela. Mais moi-même, consciencieusement, je savais que je me faisais vraiment du mal. Parce que j'avais cette chance-là de réussir facilement et j'ai dérouté. Maintenant que j'ai compris qu'il faut être honnête dans la vie, je disais si je sors, je vais affronter la vie d'une autre des manières. C'est-à-dire que d'abord dire aux gens qui je suis, d'où je viens, et puis quitte aux gens de m'accepter, quitte aux gens de me refuser. Mais avec ça, je sais que j'irai très loin. Et plus tu affrontes ton passé, plus tu te dis que tu ne vas plus jamais refaire des erreurs, quoi. Et c'est cette philosophie-là avec laquelle que je marche maintenant. Mieux, c'est avec un grand soupir qu'il se confie à notre micro et fait son mea culpa. Si je pouvais gagner la place de la nation pour le faire une conférence de presse. Mais déjà, je pense que vous, les médias, vous êtes en train de faire ce que j'aspire le plus, c'est-à-dire faire à la place de la nation, c'est peut-être petit, même que quand les médias, c'est carrément le monde entier. Et c'est le monde entier qui va entendre, qui va comprendre ce que j'ai dans le cœur. J'ai fait mon mea culpa. C'était autrefois Ali. Ce n'est plus Ali que vous avez connu. J'ai fini de porter ma croix. Et maintenant, je vais servir de leçon pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui s'aventurent sur des terrains glissants, ou ceux qui ne comprennent pas véritablement que quand on déconne, on paye cash. Et aussi et surtout pour ceux qui vont quitter les geôles que j'ai laissées derrière moi, qu'ils sachent qu'il y a une autre vie. Et cette vie, c'est de faire aussi son mea culpa, c'est d'accepter au fond de lui-même et dire aux gens, oui, c'était moi, mais c'est plus moi, aidez-moi. Je pense que c'est la meilleure manière. La faute est reconnue, le péché confessé et la peine purgée. C'est donc une autre vie qui commence pour l'ex-pensionnaire de la Mako. Et ce dernier devra faire preuve d'abnégation, de combativité pour réussir sa réinsertion sociale. Pour ce faire, il peut compter sur sa tante restauratrice Fanta Ouedraogo. C'est l'une des personnes, après son père spirituel, Jacob Sou, homme de culture, à lui tendre la main et à l'intégrer dans son staff de cuisinier après sa libération. Au début, j'ai eu un peu de doute, mais j'ai vu qu'il venait, il insistait, il veut. Donc, je l'ai intégré. Quand je l'ai intégré, j'ai vu qu'il se bat, il se donne. Alhamdulillah. Et c'est la coiffure que je n'aime pas. Enlève ça dans ta tête, Ben. Parce que c'est une coiffure. Je sais que ça ne fait pas trop responsable, je cachais la coiffure, mais la vie aujourd'hui, c'est le milieu qui demande, c'est aussi une exigence du domaine culturel. Ici, le travail se fait à la chaîne et Ben est à la tâche. Oui, les gâteaux pour les invités, voilà. C'est une première fois que je m'exerce à cela. Je pense que c'est une expérience de plus, voilà. Oui, ouais, vraiment, depuis ce matin, ça se passe bien. Ça se passe super bien.
Voilà, c'est elle qui s'est évertuée, qui s'est beaucoup battue pour que je trouve quelque chose à faire, à part le milieu culturel, qui pourra peut-être me donner, même si c'est des petites ressources là, pour mes petits besoins. Jusqu'à l'heure où vous êtes en train de m'interviewer, je n'ai reçu l'accompagnement d'aucun gouvernant, c'est ce qui est bien dommage. Je pense que c'est un appel déjà direct à ce ministère de la Justice là, de se pencher véritablement, de ceux surtout, parce qu'on ne peut pas récupérer tout le monde, c'est pas moi qui le dis, ceux qui ont vraiment la volonté, le courage et la force d'affronter la vie, de tendre la main, de leur tendre la perche pour qu'ils s'en sortent véritablement. Parce que même s'il y a un ou deux de gagnés, je pense que c'est du gagné. En dehors de la gastronomie, l'artiste comédien retrouve son domaine de prédilection, le cinéma. Coopté pour jouer dans le film Le Pardon est encore possible du réalisateur Ali Zongo. C'est ici, au siège de la CORABF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso, qu'il fait ses répétitions. C'est tout comme les autres castings. Voilà, au début, on ne connaît pas qui est qui. Donc, c'est tout un chacun aussi qui fait son casting, qui prouve qu'il est capable de figurer dans le film et que nous, on retient ceux qui sont capables. Et dans ce qu'on a redonné, on sent qu'il est à l'aise quand il joue. Oh non, c'était mon métier d'autrefois. Avant d'aller donc derrière le verrou là, c'était mon métier depuis en tout cas. Si je n'avais pas fait un tour là-bas, je pourrais fêter 15 ans de carrière parce que c'est depuis 2005. À travers ce film en cours de réalisation, le passionné du 7e art signe son retour dans le monde du cinéma qu'il l'entend marquer de la plus belle des manières. En plus d'être acteur comédien, l'homme s'essaie également à l'humour, histoire d'ajouter une autre corde à son arc. Il y a une autre vie après les barreaux et Ben Ali Ouedraogo en est un exemple. Un bel exemple de réinsertion sociale. Donc après la case prison, nous allons nous passer à une autre rubrique, c'est le sport et c'est la dernière. Rubrique sport, donc dans ce JDS, Journal du dimanche au soir. Je suis avec Claude Lombard. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Voilà. On a eu une semaine qui a été marquée par, on va dire sportivement, par beaucoup d'éléments. Mais ce qui va retenir notre attention, c'est bien ce baptême. Parce qu'on appelait tous notre Faso foot. Ainsi, Ligue 1, on disait, Ligue 1, c'était... Mais on a eu cette dénomination-là qui est venue d'un de nos confrères, à qui j'ai dit un bonsoir au passage. Faso foot, c'était tellement original. Maintenant, on dit c'est Ligue 1, l'ONAB. Voilà. Mais il faut dire que la fédération donc, a dévoilé cela, je crois, jeudi dernier. C'est ça. Du côté d'un grand hôtel de la place. Et que désormais, le Faso foot va s'appeler Ligue 1 l'ONAB, parce que c'est dans l'air du temps, c'est le naming pour permettre peut-être d'engranger un peu d'argent. C'est un peu cela. Dès lors que on a baptisé le championnat national de première division du Burkina Faso, ainsi, il faut dire qu'une grosse polémique est née suite à cela, parce que pour certains, ça manque d'originalité. Oui. Parce que le Faso Foot au moins, ça permettait au Burkina de garder un peu cette identité-là autour donc de son football. Aujourd'hui, Ligue 1, l'ONAB, pour certains, ça ne renvoie à rien, sinon que ce n'est que du copier-coller de ce qui se passe en France, Ligue 1 ou en Côte d'Ivoire, l'ONACI, Ligue 1. Toujours est-il que la fédération a voulu expérimenter quelque chose qu'on appelle le naming. Voilà, je pense que c'est une façon aussi d'avoir un peu d'argent. Maintenant, pour certains internautes, on aurait pu dire Faso Foot, l'ONAB Faso Foot ou l'ONAB Faso League. Ça aurait pu être dans l'air du temps, parce que le Burkina aussi est dans cette façon de valoriser un peu tout ce qui vient de chez lui, avec la labellisation du Faso d'Enfané, la labellisation du Koko Donda. On aurait peut-être voulu labelliser aussi ce Faso Foot, ou en tout cas. Mais c'est une occasion manquée. Peut-être que après tout cela, peut-être qu'on va peut-être y réfléchir pour revenir avec pourquoi pas, parce que c'est pas donc interdit donc de changer de nom. Maintenant, ce que certains déplorent aussi, c'est que le fait qu'après ce lancement, on n'a pas su un peu combien va coûter cela. Voilà, faut dire qu'après ce naming-là, est-ce que ça va rapporter combien à la fédération? Ça, on ne l'a pas su. On sait que de par le passé, avec Onatel qui sponsorisait le Faso Foot, c'était pratiquement 100 millions par an que l'Onatel donnait donc à la fédération burkinabé de football. Aujourd'hui, ça a changé de nom commercial. L'Onatel n'existe plus.
en termes de non commercial, c'est devenu Move Africa qui, dans sa politique, ne veut pas soutenir donc uniquement le football dans un pays. Donc voilà, donc Lonatel se retire et évidemment c'est la Lonabé. C'est un peu ça. Donc peut-être que avec le naming, ça doit pouvoir être peut-être beaucoup plus que les 100 millions par an. Maintenant, on ne sait pas c'est combien. Peut-être que d'ici là, on va nous donner, parce qu'il faut dire que le football, ça demande beaucoup d'argent. Voilà, le ministère des Sports et des Loisirs, la subvention du ministère des Sports et des Loisirs par an à la Fédération burkinabé tourne autour de 200 millions. On voit que c'est très peu pour organiser donc ce championnat. Peut-être que d'ici là, comme je l'ai dit, peut-être que d'autres voix vont nous donner les chiffres. Il faut aussi dire que ce qui a un peu intrigué les internautes aussi, hein, quand on lit un peu, c'est que avec le baptême et le naming qui est là, ça donnait à avoir quelque chose en tout cas pour le Faso Foot, qu'on ne jouerait plus sur des terrains nus. Malheureusement, il faut encore... On est passé d'un terrain nu à 2 terrains nus. Je pense que ça fait crier certaines personnes pour dire, bon, si on veut aller de l'avant, il faut prendre des décisions courageuses comme ce que la CAF a fait en disant, bon, on va jouer tous les matchs sur terrain gazon. Après, quitte à ce que les équipes qui n'ont pas de terrain gazonné puissent voilà, se débrouiller ou en tout cas essayer d'avoir des terrains. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 terrains sur lesquels il n'y a pas de gazon. C'est le terrain de Koupela qui vient de monter en première division, l'ASK, et le terrain de Koudougou, la SEC de Koudougou, qui jouait du côté du stade Batibo Balibié, mais aujourd'hui qui s'est déplacé du stade au stade municipal de Koudougou, qui a été décapé parce que bon, ça n'avait pas réussi et ça crée un tollé dans la mesure où évidemment le premier match a failli ne pas se jouer puisque l'AS Sonabel ne voulait pas jouer parce que ça mettait en danger l'intégrité physique des joueurs. Bon, après les tractations, on est revenu à de meilleurs sentiments. L'AS Sonabel a joué contre la SEC de Koudougou et l'AS Sonabel a gagné 1-0. Rapidement les résultats, l'AS Douane aussi a battu l'AS Police 1-0, l'ASFA et la SCV pour le match de lancement ont fait nul 1 but partout, la SK et le Faux 0-0, RCB RCK 0-0 et USFA Vitesse 3 buts partout avec un Aziz Kadeba qui a été le bourreau de ses anciens coéquipiers puisqu'il a marqué 3 buts, donc il est en tête du classement des meilleurs buteurs. Kiko, le nouveau promu, a créé la surprise en battant sur ses installations Majestic, donc Kiko qui a battu Majestic du côté du stade Wobi de Bobo du Lasso 2 buts à 1, donc en tout 13 buts ont été marqués en 7 matchs. On attend donc le dernier match demain du côté de Bobo du Lasso. Petite question et peut-être dernier avis pour ce qui est de cette page sport-là. Vous parlez du naming, il y a le baptême, il y a le logo. Je pense que le logo aussi a été décrié. Le logo ça a été rappelle décrié aussi. En tout cas, ça rappelle un peu le logo d'une autre marque. Donc, ça manquait d'originalité. Bon, je pense que... bon, en tout cas, ça ressemble à quelque chose qui a été déjà vu. Donc... bon, je pense que tout cela aussi c'est bien parce que ça prouve que le Faso Foot est suivi, la Ligue 1, l'Onabé est suivi et qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, les gens sont plus exigeants, les gens sont rattachés à leur culture, rattachés à leur identité, surtout les Burkinabés. Donc je pense que dans tous les secteurs, il va falloir penser cela, penser cette originalité burkinabé. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on dit le burkindi, voilà, c'est ce qu'on dit, penser en termes de burkindi pour permettre donc de donner plus de valeur à ce qu'on a. Merci bien, Claude Roba, c'est le point de l'actualité sportive de ce moment, surtout sur nom de baptême. Mais peut-être il faut aussi rappeler qu'il y a eu le tir, le tournée interrédaction. Évidemment, on avait même un reportage, mais qu'on pourra pas. Qui a permis donc aux journalistes de se frotter, c'était vraiment de la confraternité qu'on cherchait. Mais c'est vrai, je vous ai vu aux côtés donc, de la presse, coach quand même. De l'audiovisuel en train de coacher. Malheureusement, vous avez perdu en finale. Oui, on était deuxième quand même. On était deuxième. Ah, mais les jeunes, ils ont fait courir mes joueurs, j'ai compris que c'était... On n'était plus tout jeune, hein. C'est compliqué. D'accord. Merci bien Claude Roba d'être passé sur ce plateau. C'est terminé pour ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.